Il est temps d'accueillir maintenant notre invité politique de la semaine. Il a été député européen, député des Yvelines, porte-parole du Parti Socialiste, ministre de l'Éducation, souvenez-vous, sous François Hollande, mais il avait démissionné, il était devenu un peu frondeur, hein, comme on les appelait à l'époque. Puis il a remporté, ça a été un événement, les primaires de la gauche, et est donc devenu le candidat, qu'on sait désormais malheureux, candidat du Parti Socialiste lors des dernières présidentielles. Depuis, il a quitté le PS et le 1er juillet dernier, il a créé son propre parti qui s'appelle désormais Génération.S, le mouvement. Je ne sais pas si je le dis bien d'ailleurs, ça a été précisé, c'est pas très clair le nom de ce parti. Mais il va nous en parler. Voici Monsieur Benoît Hamon dans On n'est pas couché. Bonjour, monsieur Martin. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. C'est vrai, c'est la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de tirer au clair le nom de ce parti. Ça s'est d'abord appelé le mouvement du 1er juillet, parce que vous l'avez créé le 1er juillet 2017. Hein, c'était même le 1-7-17, très précisément. Mais depuis, vous avez changé de nom, c'est Génération.S, Génération au pluriel, le mouvement. Qu'est-ce que c'est que le S? Qu'est-ce que c'est que tout ça alors? Comment on doit dire et qu'est-ce que ça veut dire? Bon, en fait, c'est génération, vous cassez pas la tête. Et puis. C'est pas Génération.socialiste. Non, mais vous pouvez. Non, mais vous pouvez aussi. Hein. Mais, le S ne veut pas dire socialiste. Non, c'était génération plurielle. L'idée, c'était de. En fait, les noms de partis, c'est mieux quand on s'appelle Parti radical, Parti communiste, Parti socialiste, j'imagine. Mais il me semblait qu'on avait besoin de dire une chose. C'est que pour la première fois, il y a 4 générations qui coexistent, qu'elles n'ont pas forcément ni la même appréciation de l'avenir, ni des grands enjeux du moment, et en même temps, il faut les réunir. Les coaliser, les allier, là où on les oppose les unes aux autres. Et voilà, il y avait cette idée de réunir les générations plutôt que de les opposer. Voilà pourquoi nous nous sommes appelés Génération. Donc je dois dire Génération, le mouvement. Alors vous êtes combien? L'état des troupes dans ce mouvement? On est nombreux, mais maintenant, on l'a déjà annoncé, on est près de 50 000, ce qui en quelques mois est beaucoup. On pourra dire que c'est jamais assez, mais c'est déjà un mouvement politique qui a pris son essor partout sur le territoire français, dans les Outre-mer, en métropole. Qui est avec vous? Est-ce qu'il y a des noms qu'on connaît? Est-ce que dans ce mouvement, il y a d'autres ex-socialistes? Ou est-ce que on nous a annoncé un grand nom pour le mois de janvier, il paraît, j'ai vu ça dans les journaux. Oui, il y en aura, mais il y en aura. C'est chez nous que vous allez l'annoncer? Oui, l'arrivée de Manuel Valls dans Génération? Non, mais regardez, par exemple, ça serait un vrai événement. Ce serait un vrai événement. Non, mais on attend un scoop, vous voyez. C'est moi. C'est Yann Moix qui non, je plaisante. Non, mais plus avec plus Christine, hein, mais avec plaisir. Mais ce serait... Non, mais plus sérieusement, ce qui est le plus important, ce serait ce qui promettrait des débats assez saisissants. Non, l'essentiel, c'est pas pour nous aujourd'hui de construire un casting. Il n'y a pas d'élection. On a besoin de reconstruire la gauche, mais plus que ça... Il va y avoir les européennes quand même. Vous y serez ou pas? Mais c'est dans 2 ans. Oui, mais ça se prépare. Non, mais franchement, on a aujourd'hui besoin de se redire des choses à gauche et de repartir de l'essentiel. Pour nous, en tout cas, l'essentiel, c'est de se dire qu'il y a quelques gros mensonges qui sont quand même persistants en France aujourd'hui. Le premier, c'est de penser que la croissance de la richesse matérielle fait le bonheur. Ça ne fait non seulement pas le bonheur, mais en plus on sait que ça met en péril notre écosystème, la biodiversité, le climat, etc. Le second mensonge qui, à nos yeux, est très fort, c'est l'idée que le libéralisme réduira le chômage et la pauvreté. Ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas. Ça fait 30 ans que la pauvreté persiste. Elle se développe même partout en Europe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous proposerons des solutions qui sont des solutions alternatives à ce qui se pratique depuis 30 ans et qui ne marche pas. Le troisième mensonge, et là il est plus dur pour la gauche, et notamment il est plus dur pour un homme comme moi et beaucoup de femmes et d'hommes qui croient en l'égalité, c'est que la République ne fait plus d'égaux. C'était le joli mot de Gambetta, il s'agissait de fabriquer des égaux. Aujourd'hui, notamment par l'école, nous ne fabriquons plus des égaux, nous trions. Nous sélectionnons très bien nos élites, et encore parfois de manière assez imparfaite, mais il y a un énorme enjeu aujourd'hui. Quand vous dites Ego, hein, c'est bien E-G-A-U-X. Hein, oui, absolument. Parce que c'est pas évident pour tout le monde. En politique, il y a beaucoup d'ego, E-G-O. Hein. Non, non, mais là, je parle des égaux, des égales et des égaux, si vous voulez. Mais on pourrait aller plus loin sur le service public en général, sur la sûreté, la sécurité. On n'est pas protégé de la même manière aujourd'hui. C'est le troisième mensonge. Et le quatrième,
c'est que c'était pas mieux avant, pourtant. Et moi, je ne crois pas qu'il faille aller chercher des solutions dans je ne sais quelle oasis ou paradis d'hier. Je n'en rejette pas tout, hein, il faut assumer ses racines, mais je ne crois pas que c'était mieux avant. Je pense que même s'il y a des périls demain, il y a la révolution numérique, la transition écologique, sont autant de sujets à partir desquels on peut construire au contraire une société qui soit meilleure. Et bien autour de ça, nous allons construire une grande force politique de gauche. Et tout ça, ce n'était pas possible à faire au sein du Parti socialiste. Moi, j'ai pensé que non. D'autres pensent le contraire, mais je veux pas. C'est un cheminement personnel. Il m'est apparu que, pour ceux qui me concernent, ça n'était plus possible. Vous leur en voulez beaucoup, quand même, Non. de vous avoir lâché pendant la campagne présidentielle, parce qu'on a bien vu hein, que malgré le fait que vous ayez gagné les primaires, malgré le fait que les autres avaient promis qu'ils soutiendraient le gagnant, vous avez gagné, et puis ils vous ont abandonné. Pas tous, pas tous. Pas tous, mais enfin. Ah oui, mais bon, bah, donc moi j'ai. Y compris ceux qui voulaient voter pour vous, qui Non. allaient voter pour Mélenchon, parce qu'au final, vous l'avez dit. Oui, je me vous-même, souviens, j'étais ici. voilà, ici, on en avait parlé. Vous avez été victime de la stratégie, du calcul. Les gens qui votaient pour vous, si éventuellement vous avez été au-dessus de 15%, se sont mis à voter pour Mélenchon dès qu'ils ont vu que vous baissiez et que lui montait. Oui. Ça a été l'effet alors, ça aurait pu être l'inverse. Hein. Oui. Il y a des regrets là-dessus. Je me souviens ici, je vous ai dit, mais pourquoi vous leur dites pas fuck you au PS? Pourquoi vous leur dites... Je me souviens exactement, je vous ai dit ça. Vous auriez dû leur dire fuck you, allez voir Mélenchon, dites-lui, prends-moi à Matignon, on va gagner tous les deux. Ouais, mais vous auriez gagné. Non, on n'aurait Fuck pas you et gagné. prends-moi, ça fait beaucoup dans une même phrase. Ouais. Oui. Sauf que vous leur avez dit fuck you après. Alors de toute façon, au lieu de Mélenchon dire et fuck you Hamon font avant. des bébés, je sais pas comment. Bon, Non, non, bref. mais sérieusement, Mais, si on fait les quelle tête comptes, ils auraient, bien sûr que vous auriez gagné avec lui. Non, mais non, on n'aurait pas gagné. Non, pourquoi mais- Attendez, ça m'intéresse. mais Pourquoi vous n'auriez d'abord pas parce gagné que mécaniquement, ceux qui voulaient voter Mélenchon, si jamais ils s'étaient désistés, n'auraient pas forcément voté Hamon. Et pareil pour ceux qui voulaient voter pour moi. Donc il n'y a pas un jeu comme ça de vase communicant qui amène à ce que quand un candidat dit bon allez c'est bon je me retire, j'appelle à voter pour celui-là, ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que je vais répondre à la question que vous m'avez posée. C'est vrai que rétrospectivement on peut se poser la question de savoir si je n'aurais pas dû, mais c'est maintenant avec les si, dès le soir de la primaire, prendre ma liberté, totalement. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que la semaine qui suit les primaires, je rencontre le président de la République, François Hollande, qui me donne un seul conseil, qui soit libre. Et j'aurais peut-être dû, cette fois-là, l'écouter. Qu'est-ce qu'on retire d'une expérience comme celle-là? C'est pas une pirouette, mais et en même temps, c'en est un peu une. Mais il y a une jolie phrase de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Pour moi, en 2017, j'ai beaucoup appris. Bon, alors vous avez appris, formé un mouvement et vous croyez en l'avenir, en tout cas au retour éventuel d'une gauche qui a totalement volé en éclats, il faut le dire. Hein. Macron a au moins réussi ça, il a pulvérisé les Républicains, pulvérisé le PS. Oui, mais il rend quelque part un service. Ah. Il y a, on pourra après, peut-être qu'on en parlera pendant l'heure que nous allons partager, mais il fait sauter une forme d'imposture qui était là depuis longtemps. L'idée que finalement le clivage entre la droite politique et la gauche politique, sur le plan philosophique, sur le plan intellectuel, se situait entre un parti, les Républicains, et un autre parti, le Parti socialiste. La réalité, c'est que ce clivage, même philosophique, on l'a vu sur la déchéance de nationalité, on l'a vu sur les lois travail, il était au milieu du Parti socialiste. Et ce que révèle Macron à travers le fait qu'il fait sauter la baraque aujourd'hui, c'est qu'il révèle ça. Il révèle non seulement ça, mais il permet aujourd'hui que le débat intellectuel soit moins prisonnier des étiquettes. Je trouve la vertu du moment, c'est qu'on est moins prisonnier d'un enclos dans lequel finalement vous vous dites, mais quand j'écoute Valls et que j'écoute Juppé, mais en fait il n'y a pas de différence sur le plan économique, il n'y a pas de différence sur la question de l'état de droit, peut-être que Juppé est un peu plus à gauche sur les questions est plus tolérant d'ailleurs que Valls sur certains aspects, il n'y a pas de différence sur les questions de travail, mais en fait on est dans un théâtre, et ce théâtre qui était devenu insupportable. Or aujourd'hui, on a peut-être des nouveaux partis, ça désarçonne y compris les commentateurs, les journalistes, et même nous, je le dis objectivement, des fois, mais je pense qu'on a gagné une liberté qui est précieuse. Et c'est pour ça que je crois... Il y a maintenant un parti par personnalité, en fait. Non, plus par il faut idéologie. exagérer. Non, mais c'est pas des péjoratifs, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Non. Avant, il y avait une idéologie, et au sein de cette idéologie qui était consensuelle, il fallait exister, alors que là, on existe. Mais il y aura plus, des donc, regroupements. Je pense qu'il y aura des regroupements. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de passer par une phase, un moment Comme qui en est Allemagne. de décomposition, et ça se poursuit. Je vais prendre un exemple, mais
qui illustre le moment dans lequel nous sommes et les risques auxquels nous sommes exposés. On ne déclenche plus un seul mouvement social aujourd'hui à partir d'une organisation classique. Avant, l'UNEF, vous mettez les facs en grève, les syndicats, vous fermez les usines, et vous aviez des mouvements organisés qui étaient capables de déclencher des mobilisations et un vrai rapport de force avec les citoyens. On se retrouve avec le hashtag Balance ton port. C'est un simple hashtag. Il déclenche un mouvement, une prise de conscience généralisée, les pouvoirs publics qui réagissent, tout le monde en parle. Il n'y a pas une association qui a lancé cela, ce n'est pas un mouvement très organisé, il y en a qui s'en sont saisis. Mais il y a eu un fait politique qui est le résultat de quoi? D'une empathie spontanée de centaines de milliers de personnes, d'abord des femmes, à l'égard d'une situation, les violences faites aux femmes, le harcèlement sexuel, etc. Et donc on a ce mouvement qui s'opère. La question est, vis-à-vis de tous ces nouveaux mouvements, quels sont les débouchés qu'on leur offre? Et c'est aujourd'hui, constatons-le, ce ne sont plus dans les appareils politiques, dans des antichambres enfumées qu'on décide de déclencher la mobilisation en appuyant sur un bouton, les grèves, etc. Et je crois qu'il y a dans cette forme de spontanéité nouvelle du mouvement social quelque chose qui est intéressant et en même temps qui dit que le paysage continue à se transformer. Il continue et il continuera. Et là où Macron, et là je vais émettre une critique, s'il lève une imposture, l'idée selon laquelle le clivage droite-gauche était entre le PS et les Républicains, il la substitue par une autre imposture, qu'il n'y aura plus de clivage droite-gauche. Et je ne crois pas davantage dans ce mensonge-là que je ne crois dans une forme, à mon avis, d'autres mauvaises réponses qui serait de dire il n'y a plus de gauche et de droite, il n'y a plus que le peuple et les élites. Je n'y crois pas non plus. Et je pense qu'on a besoin, philosophiquement, intellectuellement, à partir des valeurs qui sont les nôtres et qui ont quelques décennies, sinon siècles, si on remonte à un héritage politique et philosophique qui va bien au-delà du XXe siècle, mais on a besoin de reconstruire ce clivage droite-gauche. Et les événements qui se déroulent nous y aident depuis maintenant quelques temps. Il a réinventé un truc qui existait en fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le parti radical. Pas faux. C'était ça. Pas faux. Il a réinventé. Et d'ailleurs, les radicaux, Clémenceau, etc. Absolument. Christine Angot, des questions pour Benoît Hamon? Je repensais à quelque chose qui a été important pendant votre campagne. Et je voulais vous dire qu'on aurait pu et on aurait dû, au moment de cet épisode du café de Sevran, ce café sans femme et de la fièvre qu'a suscité le reportage de France 2, et votre réaction quand vous avez relativisé en disant que dans les cafés ouvriers des années 50, il n'y avait pas de femmes non plus, à ce moment-là, on aurait pu comprendre que la contradiction importante, c'était la question des femmes, et non pas la question religieuse, ou alors dans son aspect réactionnaire vis-à-vis des femmes. Et vous en avez parlé à l'instant, depuis Balance ton port, depuis MeToo, et en dépit des excès du féminisme américain peut-être, on sait, tout le monde sait maintenant, clairement, que les femmes, oui, peuvent être considérées comme des objets à la disposition du pouvoir dans une communauté de cinéma à Hollywood, mais dans la communauté d'un café à Sevran ou dans une communauté religieuse, jusqu'au mouvement des jeunes socialistes que vous connaissez bien. Ou quand vous voyez, vous avez probablement lu le livre « La communauté » de Ariane Chemin et Raphaël Baquet à propos de Trappes. Que je peux montrer. Ouais, j'enquête donc sur un café réservé, en tout cas, vous connaissez bien cette ville. Voilà. Que je connais, oui, très bien. Le fait qu'une femme dehors qui mange une glace, eh bien, une femme adulte qui mange une glace, il y a tout de suite quelqu'un qui vient, un homme qui vient et qui fait comprendre que ce n'est pas possible. Fumer, ce n'est pas possible pour une femme, les tenues vestimentaires qui sont contrôlées, et les bras nus, etc. Donc ma question, c'est, vous avez reconnu, vous, après avoir dit, oui, c'est comme les cafés ouvriers, etc., où il n'y avait pas de femmes, vous avez reconnu que c'était une maladresse d'avoir dit ça. Vous avez reconnu ça très vite. Bon, mais maintenant, cette question-là, des femmes, elle s'est internationalisée. Parce que vous ne l'avez peut-être pas envisagé comme question des femmes, mais plus comme question religieuse à l'époque. Maintenant, ça s'est internationalisé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous avez changé votre fusil d'épaule radicalement et est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? Ou est-ce que le féminisme, finalement, ça s'arrête aux portes de Sevran ou de Trappes et qu'il faut relativiser?
Mais à Sevran et à Trappes, il y a beaucoup de féministes, déjà. Il n'y a pas des cités qui sont des cités totalement étanches à des revendications, des convictions, et des convictions qu'on exprime dans le débat public, y compris à Trappes comme à Sevran. Je vais apporter une nuance au tableau que vous faites, parce que comme vous êtes obligé de réduire... Il y a Ariane Chemin. Oui, mais bien sûr. Mais un livre sérieuse. auquel moi j'ai contribué, parce qu'elles m'ont interrogé, et où j'ai noté qu'il y avait des choses, d'ailleurs, je le leur ai dit en direct, comme j'y réagis très bien, et puis aussi des imprécisions. Et puis il y a leur enquête, et puis il y a ce qu'on vit, nous, tous les jours. Évidemment, aussi, mais je ne conteste pas ce que vous avez dit est juste. Et en l'occurrence, il y a bien un café à Trappes, où moi j'y vais avec des femmes, c'est-à-dire en l'occurrence les élus, etc., on y rentre, mais que spontanément, une femme n'y rentrerait pas si elle est seule parce qu'elle ne s'y sent pas bienvenue et qu'elle redoute ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on vous fasse des remarques. La réalité d'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse, c'est qu'il y a des beaux projets aujourd'hui, notamment à Trappes, où on essaye de faire un café culture, justement pour que des jeunes hommes et des jeunes femmes se retrouvent et qu'il y ait des lieux de sociabilité, là où il y a assez peu de cafés et d'endroits où se retrouver, plutôt que d'aller à l'extérieur. Et pourquoi je fais cette parenthèse? Parce que comme c'est une initiative de la municipalité, on aurait bien besoin de contrats aidés que supprime M. Macron pour faire ce genre d'initiatives qui sont utiles. Pourquoi j'avais dit que c'était une maladresse, la phrase sur les cafés ouvriers? C'est que j'ai commencé... Vous n'aviez plus le choix, hein, ça avait fait un tel scandale. Mais oui, je vais vous dire, mais je vais préciser pourquoi. Ce que je voulais dire, et j'ai commencé sans doute dans mon raisonnement, à tort, par vouloir relativiser en disant le sexisme, le machisme, et parfois la haine des femmes n'a pas commencé avec l'arrivée du premier musulman sur la terre française. Voilà ce que je voulais dire. Et en commençant comme cela, effectivement, on a oublié tout ce que j'ai dit derrière et la condamnation du café de Sevran pour ne retenir qu'une forme de relativisation. Ce que je crois profondément, c'est que ce qu'a révélé le hashtag Balance ton porc, mais que nous devinions, savions pour certains, parce que nous le vivions, c'est la réalité de phénomènes qui sont indifférents aux races, aux catégories sociales, au milieu de ceux qui exercent une violence sur les femmes. Voilà ce qui a été révélé. Vous le disiez dans un mouvement politique que je connais, au passage. Les jeunes du Parti socialiste. Oui, mais il n'y a pas. Mais qui ont été mis en exergue. Parce que la parole des femmes, là-bas, dans cette organisation, y était libre. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il n'y ait que ce lieu-là où se révèlent des affaires de violence faites aux femmes. Qu'il n'y a pas eu d'autres partis politiques, pas d'autres syndicats, pas de cabinet ministériel, pas de gouvernement, quelques médias, mais avec des gens qui restent, eux, toujours en poste. Et en fait, quand je me retournais souvent vers mes interlocuteurs qui me tendaient le micro en me disant « Mais Benoît Hamon, vous avez quand même eu à faire un témoignage, etc. » Et je leur disais « Oui, je l'ai assumé publiquement. » Et au ce moment, j'ai assumé avant même l'affaire des jeunes socialistes, la réalité de fait de harcèlement avec plainte à l'appui dans mon staff de campagne, et avant dans mon staff de campagne, et c'est nous-mêmes qui l'avons révélé à ce moment-là, donc on a assumé cela, parce que d'ailleurs il aurait été un peu curieux de ne pas le faire. Mais ce que je veux dire, c'est quand je posais la question, par exemple, aux journalistes qui me tendaient le micro, on me disait « Ah non mais nous, Joker ». Ah oui. Joker pour les uns, et en même temps, oui, moi j'assume la nécessité de cette libération de la parole, la manière dont ça nous heurte, nous. Et on a un débat qui a trouvé une traduction nouvelle cette semaine avec une tribune de femmes qui... avec Catherine Deneuve, Catherine Millet et d'autres. Voilà. Bon, il y a un débat. Moi, je ne suis pas contre le débat. Pour le coup, moi, que le débat ait lieu, alors là, ce n'est pas moi qui vais le reprocher, mais on voit bien qu'il y a une tentation de dire, finalement, avec Balance ton porc, on aurait peut-être été trop loin. En tout cas, sur Trappes et Sevran, parce que là, bon... Du coup, on va chercher, etc., les socialistes, etc. Mais sur Trappes et Sevran, revenons là sur Trappes et Sevran, parce que donc, moi, ma question, c'était, quand vous vous retrouvez dans cette situation, avec ce reportage, hein, voilà, alors, vous dites, et vous nous dites mais je viens de vous donner l'explication. Non, oui, mais vous nous dites là, maintenant, oui, mais c'est dans tous les milieux, etc. Bon, d'accord, mais dans ce
milieux-là. Mais évidemment qu'il existe. Voilà. Mais ce que alors, je question, refuse parce que vous que l'on aviez dise, quand c'est même qu'à Trappes, il n'y a pas... qu'on Donc se promène pas. vous continuez à relativiser, non, puisque non, déjà à mais non. l'époque, si. Mais je ne relativise Déjà, pas, Christine Angot. Je vous dis, venez samedi avec moi au marché de Trappes, Non, vous mais y j'ai verrez pas besoin, pas en vous hiver savez, des femmes aux bras nus, mais pas évidemment, mais vous y verrez des femmes qui fument, mais vous y verrez aussi des femmes qui sont l'objet de pression sociale dans leur famille ou à l'extérieur, qui sont insupportables. J'ai pas besoin d'aller à Trappes, j'habite dans un quartier où des cafés comme ça, il y en a, vous inquiétez pas. Écoutez, donc on est d'accord sur le fait que ces cafés... Ce que je dis simplement, c'est que vous aviez relativisé à cette époque-là. Je vous ai dit pourquoi. Laissez-moi finir. En disant les années 50, mais aujourd'hui, vous continuez de relativiser en disant c'est dans tous les milieux. Bah si. Mais non, je ne veux pas relativiser. Je pointe une réalité qui est une réalité odieuse quand vous elle relativisez conduit dans le au temps viol et à et la dans violence. l'espace. Mais non, je ne la relativise pas. Je dis simplement que là où aujourd'hui, là où aujourd'hui on considère, et je l'entends ça dans le débat public, que l'islam et les musulmans seraient les femmes. Non mais attendez, écoutez-moi, Christine Angot, vous ne m'écoutez pas là. C'est important, vous relativisez. Mais absolument pas. D'accord. Donc on n'est pas d'accord, voilà, merci. Non. Question suivante. Yann Moix. Yann. À moins que M. Malka est intéressé par le sujet. Je vous ai vu, vous aviez envie d'intervenir. Alors allez-y avant Yann peut-être. Je sentais bien que ça allait me tomber dessus. Oui, parce que je vous ai vu faire des mimiques pendant que Christine Angot et Benoît ont parlé. Parce que je constate qu'il y a effectivement une question précise et que vous faites tout ce que vous pouvez pour pas y répondre. Mais j'y ai répondu. Vous partez on vous pose sur une question sur l'égalité au regard d'une religion et vous répondez Parti socialiste. Non. Elle m'a pas posé ça parce que elle ne dit pas. Vous n'avez pas dit que c'était l'islam. Vous n'avez pas dit que c'était l'islam qui remettait en cause. Vous avez dénoncé des pratiques particulières qui étaient celles. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. J'aurais dû le préciser. Non, mais si c'est ça. Bon, bah alors, reformulez la question, puis peut-être qu'il va vous répondre. Oui, mais alors reformulez-la. Oui, bah non, mais c'est ça. Et M. Malka peut peut-être vous aider. Soyez alors, mon avocat, reformulez la question. Non, mais est-ce que tout simplement, et de manière très dépassionnée, vous pouvez admettre. C'est vachement facile sur ce sujet. Mais oui, mais il faut. Oui, mais il faut. Et c'est notre devoir à tous qui est intervenant dans les médias de le faire de manière le plus dépassionnée possible. Mais est-ce que vous pouvez admettre, parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression pendant la campagne que vous relativisiez beaucoup cette question et que vous considériez que l'égalité homme-femme, c'était un impératif, mais que surtout il ne fallait pas parler d'une religion en particulier. Non, toutes les religions sont des ennemis de l'égalité homme-femme. Ça, c'est un fait. Parce que toutes les religions sont l'expression de la peur des hommes à l'égard des femmes. Historiquement, ça s'est constitué comme ça. Et celle-là aussi, et elle pose des problèmes. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans ne respectent pas l'égalité homme-femme, loin de là. Et j'en connais beaucoup qui militent pour, et dans leur pays, et qui se battent pour, et ici aussi. Mais il y a une problématique. Mais il faut la regarder. Mais évidemment, mais vous avez entièrement raison. Et ce qui se passe dans certains quartiers est problématique. Vous avez entièrement raison, dès lors qu'on se place du point de vue... C'est anormal qu'on ne puisse pas s'habiller comme l'on veut dans certains quartiers. Évidemment. C'est pas possible. Mais c'est anormal qu'on vous interdise aujourd'hui de vous promener bras nus quand ça arrive. Mais par ailleurs, au passage, qui, à votre avis, sur le terrain, mène ces combats-là, à Trappes, à Sevran, etc. Qui voit-on quand il y a les attentats dans les lycées, dans les établissements, pour parler de ces questions qui sont des questions lourdes, où justement, le droit au blasphème, etc., les religieux avaient rempli la tête d'un certain nombre de gamins de principes selon lesquels on n'avait pas le droit de blasphémer. Qui, à votre avis, s'affronte aux intégrismes ? Écoutez, pas celles et ceux qui, moi, me mettent en cause. Non mais oui, oui, non mais d'accord, mais je vous parle. Écoutez, on n'est pas tous les deux là. Il y a plein de gens qui nous regardent là. Donc, mais pas tous les élus. Oui, non, pas mais tous non, les élus. Mais il y en a aussi beaucoup et qui font un travail. Je peux vous le dire, même au-delà même des élus, et il y en a qui consiste justement à déconstruire aussi la tranquillité en n'en parlant pas. Mais ça ne marche plus. Alors je vous le dis, ça ne marche tant plus. mieux. Il n'y a pas de tranquillité dans les quartiers où vous vendez les quartiers à je ne sais quels obscurantistes de toutes sortes. Mais vous posez le bon sujet, c'est les religions. Et les religions vis-à-vis de l'égalité femmes-hommes. Et je partage exactement la même analyse que vous. Et c'est valable pour l'islam, et c'est valable pour tous les autres. Est-ce qu'on a une montée en puissance aujourd'hui, à travers un islam politique, des formes concrètes de rejet et de violence faites aux femmes dans certains quartiers liées à cela ? Oui, dans le sens où on le perçoit à travers un café comme celui-là, quand on vous interdit d'y rentrer, c'est clairement sur des principes, une culture, une approche de l'inégalité femmes-hommes qui justifie que pour certains, on ait le droit tranquillement de se poser... Dans l'espace public ou privé, en l'occurrence. Mais il y a le problème, il est que comment on lutte contre cela et comment on s'y attaque. Et or, aujourd'hui,
on a des postures que moi j'observe dans le débat public qui instrumentalisent allègrement et la question de l'islam et de la laïcité. Je ne dis pas qu'on le fait ici, mais ça existe. Et il y a finalement, au bout du compte, assez peu de solutions. Assez peu de solutions autour des grands principes qui doivent être ceux de la République. Puisque je disais tout à l'heure, le grand mensonge, c'est que la République fabrique des égaux. La réalité de l'école de la République française, c'est que c'est celle qui affiche la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans tous les établissements. Et pourtant, c'est celle, en Europe, où le destin scolaire d'un enfant est le plus lié à quoi ? À l'origine sociale de ses parents. Vous vous souvenez quand vous étiez... Blanquer, là, il a dédoublé les petites classes. Vous ne l'avez pas fait. Il a eu cette idée qui était quand même... elle était dans mon programme également, mais la diminution... Excellent, mais ça ne suffira pas. Non, mais j'étais 4 mois ministre de l'Éducation, pardon. Je veux bien qu'on de l'éducation. Mais lui, ça fait 4 mois aussi, hein. Oui, lui aussi, ça fait 4 mois. Hein. Oui, mais c'est surtout ça sur fait ces 4 sujets-là. mois qu'il est là aussi, il est pas mal sur ce coup-là. Non, mais ça fait un peu plus que 4 mois déjà. Ça en fait 8 déjà, mais moi je t'ai compté. Mais c'est pour ça que l'école, ça sert des républiques. C'est en septembre qu'il a fait ce truc. Ouais, bon, allez, on va passer au... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est excellent. Mais ça, c'est bien. Mais il va falloir suivre derrière. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe dans notre école ? C'est qu'en réalité, à la fin du primaire, on a déjà trié. Quand, en fin de CM2, en fin de 3e, et au moment du bac, vous avez des moments d'orientation où, dans les faits, vous avez le sentiment qu'il y a des filières qui sont pour vous et d'autres pas pour vous, en dépit de vos résultats, en dépit de vos vœux. Quand vous avez le sentiment que dans certains quartiers, justement, là où les parents investissent le plus dans la promesse républicaine, qui est celle de l'épanouissement ou de l'émancipation par l'école, la réussite scolaire, elle est réservée à certains, mais pas à leurs enfants. Oui, il y a une vraie défaillance de la République. Et vous savez, on a beaucoup parlé, et ça me ramène à ces questions qui sont des questions lourdes des quartiers, ce qui était les droits des citoyens et les devoirs en contrepartie. C'est un thème qui est devenu maintenant récurrent. Tout le monde dit oui, mais il y a des devoirs. Bien sûr qu'il y a des devoirs de tous les citoyens. Mais est-ce qu'on s'interroge aujourd'hui sur ce que sont les devoirs de la République et qu'elle ne remplit plus ? Le devoir de sûreté, et qu'il soit le même à l'égard de tous. Quand le service public, lui, ne doit pas faire de différence entre ceux qu'il protège, ceux qu'il contrôle plus que d'autres. Que le gouvernement français, je mets au défi Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, de reconnaître, il rendrait service à la République, que oui ou non, il y a des contrôles au faciès dans ce pays. Oui ou non. Le CNRS montre et démontre qu'un jeune Français d'origine maghrébine ou noire est contrôlé 7 fois plus qu'un jeune blanc à la station Châtelet. Ils ont fait effectivement des tests Gare du Nord qui montrent exactement ces chiffres. 7 fois plus. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a des contrôles faciès ? Personne ne veut le reconnaître. La police dit « nous ne sommes pas racistes », mais moi je ne mets pas en cause les policiers. Il y a des policiers racistes. Ils ne sont pas tous racistes. Mais il y a aujourd'hui une réalité qui a amené la France à être condamnée pour contrôle au faciès. Eh bien, tant qu'on ne sort pas de ce déni, qui est celui de la République qui ne veut pas regarder qu'elle ne traite pas citoyens de manière égale, que dans les fameux quartiers, on ne demande pas le droit d'exception, on demande le droit commun. On demande que la République fasse son boulot là, comme elle le fait dans le 7e, à Paris ou ailleurs. Le droit commun. Eh bien ça, c'est fondamental. Les activités ne sont pas communes, hein, dans le 7e et à Trappes. Hein. Non. Pas les mêmes activités, non. Non, mais même pour les rythmes... Non, mais il n'y a pas d'activité commune, peu importe. Ce que je veux dire, vous m'avez parfaitement compris. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de la 3e, quand vous êtes un gamin et que vous avez envie de faire l'enseignement général, vous n'allez pas être mis en enseignement pro alors que vous avez les qualités pour aller en enseignement général parce qu'on pense que c'est en pro que c'est mieux pour vous. Surtout que vous, comme moi, nous savons qu'en France, il n'y aura pas un responsable politique qui ne va pas vous dire « Écoutez, mais non, mais l'enseignement professionnel, c'est aussi bien que l'enseignement technologique, qui est aussi bien que l'enseignement général. » Hein ? Puis d'ailleurs, vive l'école publique. Et tout le monde a ses gosses dans le privé. Et tout le monde pense qu'un grand philosophe, c'est mieux qu'un grand maçon quand même, au fond. Hein ? Voilà ce que pensent la plupart des responsables politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils sont issus d'un système, eux-mêmes, qui les a triés, les a mis en haut de la pyramide. Et on leur demande à eux, maintenant, de dire comment l'école doit fonctionner. Eh bien, ils veulent qu'elle fonctionne comme ils l'ont expérimenté. Ben, ça ne peut pas marcher, cette école-là. Et aujourd'hui, pourquoi je parlais de fabriquer des égaux ? C'est la chose la plus difficile, qui supposerait un vrai contrat social et républicain, qu'on se remette autour de la table. Mais il me semble que la priorité des priorités, c'est l'école. C'est
même si j'ai dit à Blanquer et à Macron, bravo pour vos classes de 12 dans les attrapes et ailleurs, c'est pas avec des classes de 12 en CP seulement qu'on y arrivera. Alors, on a abordé plein de sujets, d'accord, on a changé de sujet. Yann Moix n'a quasi pas parlé encore, alors c'est à vous. Alors, vous avez été ministre de l'Éducation pendant 4 mois, certes, et en discutant avec certains professeurs, on voit qu'en fait, un des ennemis des professeurs et des enseignants en général, c'est Internet. Pourquoi? Et l'IFOP a fait une enquête cette semaine, dont la méthodologie a été très controversée, mais a fait une enquête, un sondage sur le complotisme, où il est avéré, d'après ce sondage, je répète que ce sondage a été extrêmement critiqué, que 79% des Français croient au moins à une théorie complotiste. Parmi ces théories complotistes célèbres, il y a les vaccins, où le gouvernement, le ministre de la Santé serait de mèche avec le laboratoire pharmaceutique, pour cacher la nocivité des vaccins, l'assassinat de Kennedy, le grand remplacement qui voudrait signaler... dont Zemmour, ce matin, dans le Figaro, dit qu'il a lieu à Trappes, par exemple. En gros, il y a une volonté dynamique de remplacer la population française par des populations de migrants, le réchauffement climatique, le 11 septembre, le terrorisme, les attentats de Charlie, l'homme sur la Lune, etc. 21% des moins de 35 ans croient au moins à cette théorie du complot. Est-ce que nous sommes rentrés dans une ère de la postmodernité où le complotisme fait partie finalement de la réalité? C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose est avéré, Internet, les réseaux sociaux peuvent immédiatement montrer à quel point ce quelque chose est faux, surtout fake, surtout s'il a les allures de l'exactitude. Dès qu'on nous montre une vidéo réaliste, les frères Kouachi ou l'homme sur la Lune, le fait que ça soit réaliste devient immédiatement synonyme que c'est bidonné. Et comment les enseignants, puisque vous avez été donc ancien ministre de l'Éducation, et les hommes politiques peuvent lutter contre cela? Là, vous posez une question qui est tellement difficile, même dans la pédagogie de l'image. Vous savez qu'il est fait déjà beaucoup. On a ce qu'on appelle le CLEMI à l'Éducation nationale, qui travaille justement sur la manière dont on éduque à l'image et la façon dont on doit prendre des distances par rapport aux informations qui vous sont données sur Internet. Il y a des progrès réels qui sont faits dans l'Éducation nationale pour permettre justement au collège, au lycée, aux collégiens et aux lycéens de faire le bon usage de l'information qu'ils reçoivent. Mais quand vous regardez, non seulement les jeunes sont très sensibles aux théories complotistes et conspirationnistes. Ce qui est intéressant, cette enquête, même si sa méthodologie est discutée, c'est qu'on dit la persistance du phénomène, qu'on n'est pas juste dans un moment passager où on serait complotiste un jour et que ça disparaîtrait après. Un phénomène qui semble irréversible, d'après les sociologues. Mais donc on a à travailler à ces questions-là. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'imagine, que le président de la République a opportunément parlé des fake news et de la manière de lutter contre les fake news juste avant que cette étude soit rendue publique. Point positif, cela étant dit, dans toutes les complots, il n'y a que le c'est aberrant parce qu'on en a parlé la semaine dernière ici, le fait que l'État se mêle de décider ce qui est fake ou pas, ne fait faire qu'empirer les choses. À supposer que le gouvernement lui-même ne distribue pas d'informations fausses. Quand Christophe Castaner explique que les sans-abri ne veulent pas être hébergés, non mais si ce n'est pas un mensonge et une fake news, on est là dans l'aberration la plus absolue. Donc il faudrait commencer par dire cela. Mais je rajoute... sur une perception intéressante par les Français. Il y a une enquête qui a été faite par Ipsos, que je rajoute à votre dossier en quelque sorte, qui s'appelle « Les périls de la perception » et qui a posé la question dans 14 pays, vérifiez-la, la même question sur combien croyez-vous qu'il y a, justement, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, de musulmans dans votre pays, en proportion. Et en France, alors le chiffre exact, puisqu'il n'y a pas de statistiques ethniques ni religieuses, on estime qu'il y aurait entre 6 et 10% de la population qui serait de confession musulmane ou de culture musulmane. Les Français répondent dans cette enquête qui est faite, je crois, en 2014. C'est Ipsos, c'est des partenaires internationaux. Je crois, le chiffre, ça fait longtemps, il est à plus de 30%. Ils disent il y a plus de 30% de musulmans en France. Donc un Français sur 3. Qui surprend un tout petit peu quand même, objectivement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la France se détache. Pourquoi ? Parce qu'elle a le plus grand écart entre la réalité et la perception. Eh bien, nous sommes aujourd'hui, effectivement, avec pas seulement Internet, mais le fait qu'on est destinataire d'une multitude de messages, il n'y a plus le monopole, et ça je m'en réjouis, de l'information pour un certain nombre de médias. Il y a la question maintenant de la qualité de cette information et derrière de la qualité du débat démocratique. Comment les profs d'histoire font-ils techniquement pour lutter contre les vidéos de Dieudonné ? Ou d'autres, hein. Ah ben, il n'est pas le seul.
Belle question qui m'amènerait presque à vous inviter cette semaine, il y a eu une décision, Gallimard a décidé, j'avais presque envie d'en parler. Je vais vous en parler tout à l'heure. Bon, mais on en parlera si vous voulez. Mais, pour vous, c'est une belle décision? Moi, je pense que oui, c'est une bonne décision. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un antisémitisme insupportable quand c'est Dieudonné, on interdit les spectacles, et qu'il y aura un antisémitisme, lui, avec une puissance littéraire, bourgeois. Que dira-t-on demain si on a fait éditer ces pamphlets, si demain Dieudonné décide de jouer Bagatelle pour un massacre au théâtre? Non mais qu'est-ce qui se passe? Alors, non mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Non, moi je pense qu'il faut qu'il y ait. Je peux poser une question. Est-ce que les spectacles de Dieudonné non antisémites, vous êtes d'accord pour qu'ils soient diffusés sur une chaîne comme France Télévisions, France 2, France 3 par exemple? De facto, il a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Pour que ça soit équilibré et symétrique, est-ce que vous accepteriez que ce soir, après cette émission, très tard dans la nuit, il y ait 4 heures de Dieudonné sans la moindre trace? Alors pourquoi est-ce que vous acceptez que Voyage au bout de la nuit soit accessible en librairie? Non, mais attendez. Vous avez un texte, Bagatelle pour un massacre. Moi, je ne l'avais jamais lu puisqu'il n'était pas. On ne peut pas l'avoir entre les mains. Et j'en ai pris connaissance parce que pour le coup, là, ces textes-là, on ne les avait pas. Ils sont sur Internet. Et je l'ai, par souci d'être un peu, de parler de ce que je connaissais, je l'ai lu, en tout cas je l'ai parcouru parce qu'il est long. Il s'est fabriqué, si vous voulez, une sorte d'aura mystique antisémite autour de ce livre, précisément parce qu'il était interdit, inaccessible pendant des années. D'accord, mais il faut le lire. Il faut dire, je préfère dit Hitler à un Blum. Il faut lire sa dénonciation des youtres, des gens qui prennent les mots. On parlait de ça tout à l'heure, mais précisément le fait... C'est à vomir, ce texte. Je veux dire, il n'y a pas de littérature, on reconnaît l'écrivain. Mais d'accord, mais alors pourquoi le publier? Monsieur Hamon, tout le monde est d'accord là-dessus. Précisément, c'est que le fait qu'il ait été interdit et inaccessible pendant des années lui a donné une sorte de réputation sulfureuse et tous ceux qui ont voulu aller le trouver l'ont facilement trouvé. En Belgique, maintenant sur Internet, etc. Eh bien, l'éditer aujourd'hui pour montrer la complexité d'un auteur, la folie d'un être humain à travers le temps, montrer qu'on peut être à la fois génial et antisémite, montrer qu'on peut être à la fois... Et si vous voulez, le risque, mais après je vous laisse parler, le risque, en essayant de retrancher de l'œuvre à l'œuvre et en décomplexifiant l'être humain qu'était Céline, c'est que ça donne l'illusion d'optique. Mais je termine juste qu'il a écrit dans un coin des livres absolument géniaux qui sont déconnectés de toute forme d'antisémitisme et auxquels on a accès. Et donc, du coup, c'est du révisionnisme aussi que de ne pas publier ses pires horreurs parce qu'on tronque son œuvre. Mais non, attendez. Non, mais il faut réinjecter dans l'œuvre ce qu'il veut maintenant rééditer aussi Mein Kampf, etc. Mais il faut réinjecter dans l'œuvre ce qu'il a pollué avec un appareil critique. Moi, je pense que c'est pas au moment où... À un moment où on voit remonter partout l'antisémitisme, on en fait un objet à juste titre de lutte, de combat politique, parce qu'il remontre, c'est justement le moment de le faire. C'est justement le moment de le faire avec un appareil critique intelligent fait par des historiens. Justement, le point là-dessus, c'est que ceux qui seraient intéressés par ces écrits antisémites de Céline. Ils les ont tous lus depuis longtemps. Non, oui, d'abord, ils les auraient déjà lus, et ne liraient que cela, et ne liraient pas forcément les autres qui sont les meilleures œuvres de Céline. Et que ceux qui connaissent les œuvres de Céline savent qu'il a déjà écrit des trucs antisémites. Il a été republié, il n'y a pas besoin, je suis assez d'accord. Il a été republié, notamment Bagatelle pour un massacre, au Québec, par le même, apparemment, historien qui assurerait justement l'appareil critique et les notes de bas de page ou de fin de livre du livre, avec beaucoup de critiques sur l'édition québécoise. Et ce qu'on entendait jusqu'ici, c'est que non seulement on n'aurait pas de notes en regard, mais un index à la fin. Pardon de vous dire, mais moi quand je lis un texte et que j'ai 15 notes qu'il faut renvoyer à l'index à la fin, objectivement, c'est pas la meilleure manière d'illustrer le contexte dans lequel il l'aurait dit. Et puis de surcroît, franchement, ces textes-là, quand on les lit, même contextualiser, mais vous allez contextualiser quoi? Donc vous voulez nettoyer Céline, en fait, mais non, mais en ne publiant que ce qui est propre. Mais parce que je pense que Yann, je pense que Yann aime tellement les écrivains, d'une manière générale. Là, c'est différent. Que c'est ça qui semble plus important que tout pour toi. Non, c'est plus complexe. Mais là, je ne défends pas. Une autre question. À aucun moment, je ne défends les pamphlets de Céline. Je dis que pour reconstituer la folie célinienne dans son ensemble, il faut avoir tout sous les yeux,
avec un appareil critique qui va de la première œuvre à la dernière, et on verra de quoi est capable un écrivain. Yann, comprenez que est-ce que vous intégrez aussi un élément j'entends, il est parfaitement recevable cet argument que vous donnez. Je le trouve pas suffisant, moi, pour rééditer. Surtout qu'en plus, Céline ne voulait pas que ce soit réédité, sa femme non plus. C'est à 105 ans qu'elle change d'avis. À 105 ans, bon, alors je veux bien que j'ai pas de commentaire à faire, mais c'est quand même tard, quoi, pour changer d'avis. Non, mais bon, admettons. Mais le problème, il est politique aussi. C'est qu'on a aujourd'hui des publications antisémites ou des spectacles avec des paroles antisémites qu'on interdit à juste titre. Comment on va s'en sortir avec ce qui apparaîtra comme un deux poids, deux mesures? J'entends vos arguments, mais on nous dira, attendez, dans ces cas-là, quand c'est un antisémitisme qu'on juge vulgaire, grossier, la banlieue, etc., on interdit. Mais par contre, Céline, on n'interdit pas. Non, mais ça peut pas être un argument. Mais c'est aussi un élément politique. Non, parce que... Mais si, moi je suis désolé de vous le dire. Moi je suis d'accord avec vous sur le fait que... On est obligé. Je ne pense que c'est pas bien de le rééditer. Cela dit, on ne peut pas dire, ah ben non, il n'y a pas de raison, étant donné que c'est la littérature qui est un cas à part. Si, bien sûr que si. Si justement il y a des matières où peut y avoir des cas à part, c'est justement l'art et c'est justement la littérature. C'est exactement comme on parlait tout à l'heure qu'il était question pour les femmes. Balthus, qui tout d'un coup devrait ne pas être accroché au MoMA parce qu'il y a une petite fille dénudée, c'est pas possible. Bon, alors on va dire, mais pourquoi il y a une petite fille dénudée dans une BD débile avec je sais pas quoi, ça on va l'interdire parce que c'est une donnée qui a destiné. Mais Christine, sur un point, si demain, chez moi je pointe ça, juste, si demain on avait autorisé cela, au titre de la connaissance de l'œuvre, ou ce que vous dites, de la folie célinienne, pour qu'on ait toute la mesure, et que quelqu'un se saisit de ce texte pour le jouer au théâtre, faut-il l'interdire ou pas? Je ne sais pas, moi je ne le publie pas. Non, mais moi je ne le publie pas comme vous. Après, les questions, elles s'enchaînent. Et on se met dans une situation qui me semble... C'est une autre question. Un thème chacun, encore pour Yann et aussi pour Christian. Alors, vous avez été ministre aussi de la Consommation. Il y a eu une affaire Lactalis. C'est-à-dire que des grandes surfaces ont laissé à la vente du lait pour enfants contaminé, dangereux, avec des risques de salmonelle. Est-ce que vous... Qui peut être un risque mortel. Hein. Mortel. Est-ce que, d'après vous, c'est acceptable? Et comment est-ce qu'on... Non mais, bien sûr que non. Il va vous dire oui. Non, mais, bah oui. Est-ce que... Non mais, je veux dire, est-ce que vous pensez que c'est acceptable que la seule explication qu'on nous donne est... Nous n'aurons jamais suffisamment d'excuses à vous présenter. Ah non, c'est ça qui me paraît démentiel. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où on fait le pire, et c'est toujours le même réflexe. On fait quelque chose d'inouï, et on s'excuse. Alors, et comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Vous qui connaissez bien les rouages. Oui, et pour le coup, je pourrais vous en raconter quelques... Des vertes et des pas mûres. Des vertes et des pas mûres. Je veux partir de mon expérience. Moi, j'ai été confronté à ce qu'on appelait l'affaire de Spanghero, de la viande de cheval. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez très bien tous mangé du cheval c'est pour pendant ça que les 6 Chinois mois. étaient surpris quand on a refait un voilà, c'est ça. Tiens, celui-là, on l'a pas mangé. Bon. Pendant 6 mois, dans toute l'Europe, vous avez mangé du cheval dans des plats préparés où vous étiez censé manger du bœuf. On a découvert quoi? La réalité d'une triche. Dans l'agroalimentaire. Fort heureusement, beaucoup d'entreprises agroalimentaires ne trichent pas, mais où il y avait une substitution d'espèces, une tromperie économique. Et à la faveur de ça, nous avions déjà mis sur surveillance de ce qu'on appelait les filières viande, sur les contrôles, la filière poisson, parce que je me souviens à l'époque où j'étais ministre, les services américains nous avaient informé que les plats préparés à base de thon étaient souvent pas du thon, mais un poisson d'élevage qui s'appelle le panga, qui est élevé à coups de protéines, etc. Je vous épargne les détails. Mais on avait découvert quoi? Surtout que l'amende maximum en cas de tromperie économique, elle était à l'époque de 37 000 €. En clair, je triche suffisamment longtemps, de toute façon, l'amende que j'aurais payée est modique. Au passage, on risquait 1 année ou 2 années de prison pour ces faits de tromperie économique, quand quelqu'un qui aurait volé une barquette de lasagne dans un supermarché pouvait être exposé à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc vous voyez l'aberration du système. On a décidé de changer la règle du jeu et on a décidé désormais, qui j'espère sera dissuasif à terme, que les amendes pourraient aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de la société. C'est ainsi que Peugeot,
pour le Dieselgate ou Volkswagen sont exposés en France à des amendes de plusieurs milliards d'euros. C'est ainsi que je l'espère. Si Apple, comme on l'a vu, devait être condamné pour obsolescence programmée, c'est-à-dire pour avoir mis en œuvre un stratagème pour faire en sorte que votre appareil dysfonctionne à un certain moment, sans que vous le sachiez, les amendes peuvent être très lourdes. Alors qu'est-ce qui se passe avec Lactalis? Il y a à mon avis, un triple problème. Il y a le problème du distributeur, qui a la salmonelle dans ce qu'il vend, Lactalis, du producteur. Il y a le problème de la distribution, qui aujourd'hui ne fait pas les contrôles nécessaires, et on l'a vu dans les différents distributeurs qui vous vendent, eux, la boîte de lait, les contrôles n'étaient pas faits. Leur stock, hein, et enfin, c'est pour ça que moi j'ai mis en cause, et je continue à mettre en cause le gouvernement, on a une administration, dans toutes les administrations, il y a différents corps. Il y en a une qui est, honnêtement, qui fait un boulot remarquable. Elle s'appelle, son nom est abominable, c'est la DGCCRF, la répression des fraudes, la police de la consommation. Ces gens qui viennent vérifier la loyauté d'une transaction sur Internet, où ça triche beaucoup, justement ces situations-là de tromperie. 45 emplois, encore en moins cette année. 45 emplois, ils sont moins de 3000. En clair, on leur demande à eux de contrôler la sécurité sur une aire de jeu, la chaîne du froid ici, la loyauté des informations sur une étiquette, le commerce électronique, bref. On supprime des postes. Donc il y a moins de contrôle. Moins de contrôle, et on attend que la grande distribution fasse les contrôles que l'État faisait avant. Ben, elle ne le fera pas. Donc c'est le profit qui l'emporte. Et une logique de réduction des coûts pour l'État et de profit pour le privé, et résultat, on se retrouve dans ces situations. Alors comment on fait ? Moi, je vous le dis, ma conviction profonde, c'est qu'il faut, de l'amont à l'aval, renforcer les contrôles par la DGCCRF. Et enfin, il y a un sujet que Emmanuel Macron n'a pas voulu traiter. C'est que pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont incités, notamment dans l'agroalimentaire, il y a plein de choses qui se cassent dans tous les sens, et Victoria Avril a disparu. Et elle a bu du Lactalis. C'est con, elle aime bien les jeunes. Dites donc, Jean-Baptiste, Je suis son fils tout de même. Hein, on comprend comment vous avez eu le rôle. Hein. C'est le sujet de leur pièce. Bon, je ne veux pas vous embarrasser trop avec cette histoire de l'économie quand même. Hein. Non, mais pour finir, la réalité aujourd'hui, c'est que quand on regarde ce qu'on appelle la chaîne de valeur, combien va prendre l'agriculteur de marge? Combien va prendre l'industrie, le professionnel qui transforme? Combien va prendre la grande distribution? Là, vous achetez, la marge, elle se fait dans la grande distribution et tous les autres s'appauvrissent. Tant qu'on n'abordera pas cette question-là, eh bien, des gens tricheront pour pouvoir continuer à payer leurs salariés parfois ou pour pouvoir se rémunérer eux-mêmes. Ce n'est pas une raison pour tricher, mais on a aujourd'hui un système qui pousse aussi parfois à la tromperie. Alors, moi, je dis qu'il faut changer ça, que la grande distribution arrête de se gaver parfois sur le dos des agriculteurs et des producteurs, mais il faut aussi que l'État retrouve un rôle. On ne peut pas vouloir le grand marché comme Macron le veut, et en même temps qu'il n'y ait plus personne pour contrôler si, dans les transactions, celles-ci sont loyales. Donc, plus d'emplois, la répression des fraudes. Arrêtons déjà de les supprimer. Dire 45 en moins, qu'est-ce qui justifie qu'on fasse moins de contrôles? Le maire vient de dire on va faire 2000 de plus avec qui? Moi, je vous le dis, comme ancien ministre de la Consommation, je veux qu'ils me disent où. Parce que, pour le coup, je sais que ça ne sera pas fait. Christine Angot, le dernier sujet, la dernière question. Donc la gauche est du côté des plus faibles et du coup, sur certains sujets, comme la radicalisation ou l'islam politique, comme on a évoqué tout à l'heure, elle n'est pas toujours très à l'aise. Et je voudrais vous dire ce que Manuel Valls, par exemple, dit à ce sujet. Il dit « Dès qu'on sort de l'explication économique et sociale, souvent, la gauche est perdue. Elle est en difficulté sur les questions d'identité. » C'est sa parole, laissez-moi vous la dire. Au moment de l'affaire Dreyfus, la gauche se demande, dit-il, est-ce qu'il faut défendre ce juif, militaire, bourgeois, alors que la préoccupation essentielle, c'est la classe ouvrière? Au moment des brigades rouges, on tue des policiers, des patrons, alors... Et aujourd'hui, ça continue. Il y a peu de gens à gauche qui étaient solidaires des brigades rouges, quand même. Dans les années 70. Oui, d'accord, mais bon, d'accord. Non, mais laissez-moi vous dire sa parole, et après, je voudrais vous poser une question. Et aujourd'hui, ça continue, une complaisance... Parce qu'il y a une gêne, une culpabilité. Les musulmans sont le prolétariat du XXIe siècle, les victimes. En plus, il y a une question religieuse. Bon. Mais lui pense qu'on ne peut pas être naïf. Et il ajoute,
tant que la gauche n'aura pas trouvé sa propre réponse, différente de celle de la violence du FN, dont le seul angle est l'exclusion des musulmans, elle laisse en espace à l'extrême droite ou à la France insoumise qui se compromet avec l'islam politique, voire avec les islamistes. Ma question est la suivante. Est-ce que vous reconnaissez qu'il peut y avoir à gauche des œillères économiques et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui bouche la vue sur l'identité et les femmes? Non. Vraiment, je ne le crois pas, très sincèrement. D'abord, j'aimerais que celui qui dit ça, lui, en matière économique et sociale, il a totalement abandonné cette question, ce qui, pour la gauche, est quand même pas neutre. C'est-à-dire, aujourd'hui, considérer qu'il n'y a pas un problème central sur la souffrance au travail, qui justifie qu'on n'expose pas davantage les salariés, qu'il n'y a pas un problème de pauvreté qui s'enquiste... Vous revenez sur les questions justement économiques. Je commence par ça. Mais oui, mais parce que je n'écarte pas la question identitaire. D'ailleurs, c'est la gauche, la loi de 1905. La loi de 1905, elle a été construite par des femmes, non mais qui est le bloc autour duquel, pour le coup, l'identité de la République et la donc des citoyens se construit. C'est le catholicisme, justement, comme elle pourrait peut-être avoir à se construire là maintenant. Contre le catholicisme, l'islam il y a des aussi. chrétiens de gauche, il y a aussi, je veux dire pas que, mais c'est un amalgame et qui est un amalgame qui n'a jamais nié. Je veux dire, l'héritage religieux, le rôle des religions, mais en disant restez à votre place. Mais qui peut-être le nie maintenant. Mais non, mais je ne le crois pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des combats politiques qui instrumentalisent cette question. Et je pense que Manuel Valls, aujourd'hui, instrumentalise cette question. C'est là-dessus qu'aujourd'hui, il prend à partie à peu près tout le monde, y compris le président de la République, dernièrement, Emmanuel Macron, en lui reprochant de ses positions. Oui, je pense aujourd'hui que Manuel Valls, sur ces questions-là, comme beaucoup d'autres, a dérivé, qu'il a abandonné la question sociale et qu'il a fait de la question de l'islam en soi la question centrale du débat politique. Je récuse que cela soit la question centrale. Ce qui ne veut pas dire que les questions... Peut-être qu'il a un aveuglement sur cette question-là et vous, un aveuglement sur les autres questions. Justement, parce que j'essaie de... se comporter les radicaux en 1905. Il y a un très joli... je veux dire, comment vous dire ça il y a un très joli proverbe indien qui dit « Le monde semble bien sombre quand on a les yeux fermés ». Je pense que Manuel Valls a les yeux fermés. Donc vous faites un reproche réciproque sur deux sujets différents. Non, mais je pense que sur ces questions-là, justement, j'essaye de ne pas être... Vous l'avez dit tout à l'heure, y compris Yann Moix, je recuse toute vision qui n'intègre pas la complexité. Oui, et c'est parfois difficile dans le débat politique. Sauf sur Céline. Non, mais si, je l'ai entendu, j'ai dit que votre argument était bon, mais pas suffisant à mes yeux. Mais je le retiens. Non, mais Yann, honnêtement, j'ai dit qu'il était acceptable. Le vôtre était très suffisant, mais pas nécessaire. Non, mais d'accord. Mais n'empêche que c'est moi qui ai eu raison à la fin. Mais donc, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui une manière de simplifier, de caricaturer les choses qui me semble tout à fait préjudiciable. J'ai essayé de faire part de mon... Vous savez que c'est pour ça que vous avez fait 6%, hein, non, je ne pense pas. Bah si. Non, j'assure que ce n'est pas pour ça. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y a plein de raisons, mais que celle-là ne l'est pas. Et si c'était ça, ce serait... ça serait tant pis, alors. Non, mais moi, j'essaie de regarder les choses avec beaucoup de lucidité, et y compris ce que sont mes propres erreurs. Ce n'est pas toujours la faute des autres, des mauvais thèmes, etc. Moi, j'ai fait des erreurs dans cette campagne qui expliquent qu'on en soit arrivé là. Quand même pour ça, parce qu'on s'est dit jamais il pourra battre Marine Le Pen, donc on ne va pas voter pour lui. Non, je ne crois pas que ce soit le sujet. Je pense que le sujet, c'était qu'il y a aujourd'hui, et si on ne le voit pas, désolé si je suis grossier, mais il y a aujourd'hui, et c'est pour ça que Emmanuel Macron ne sera pas un grand personnage historique. Les grands personnages historiques dépassent les intérêts de la classe qu'ils représentent. Et il ne dépasse pas les intérêts de sa propre caste. C'est ça la grossièreté ? Non, mais non, vous dites que c'est le président des Français qui vont bien. Hein, non, c'est soft, la grossièreté. Attendez, je poursuis. Votre argument, pardon, je vous attends. Non, je pense qu'il y a aujourd'hui se retrouve une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite autour d'un seul et même président qui défend remarquablement ses intérêts. C'est le président des Français qui vont bien. Et je pense qu'il est en train de mettre en œuvre une politique qui criminalise la pauvreté. On ne peut pas aujourd'hui, parce que pour le coup, la gauche, on en a besoin, et heureusement qu'il y a quelques voix aujourd'hui pour s'élever contre la politique à l'égard des migrants. Je vais vous prendre deux exemples, j'ai le temps. Bien sûr, oui, allez-y. C'est vous qui J'étais à Saint-Étienne-du-Rouvray. Saint-Étienne-du-Rouvray, où a été assassiné le prêtre par deux terroristes, l'un issu de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'autre de Strasbourg. Le président de la République, il fait un discours remarquable sur la résilience de la société de Saint-Étienne-du-Rouvray, de la population, grâce au travail associatif.
Ce que je vous dis est la stricte vérité, vous pourrez le vérifier. Je me rends dans le centre social associatif de Saint-Étienne-du-Rouvray, autour d'un de ces quartiers populaires. Il y avait 10 emplois dans ce centre social. Parce qu'on ne renouvelle pas les contrats aidés, 4 de ces 10 emplois sont supprimés, là. Et j'ai pris à partie la préfète de Seine-Maritime comme le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qui s'arrête comme activité dans ce centre social? Le soutien scolaire. D'un mot, on dit oui, nous sommes humains, oui, il y a une résilience de la population, oui, vive le travail associatif. De l'autre côté, on désarme ceux qui travaillent. Je continue par la Seine-Maritime. J'apprends par Médecins du Monde, qui n'est pas une association de dangereux gauchistes, à ce que je sache, que le délai au moment où, quand on est demandeur d'asile, qu'on veut faire sa première demande, la loi en France impose qu'on ait un rendez-vous, qu'on puisse demander un rendez-vous au bout de 3 jours, voire 11 quand il y a affluence. On parle de plusieurs mois jusqu'à 5 mois pour des populations qui dorment à la rue. Eh bien, je vous le dis, dans ce pays, la France, ce qui est en train de se faire sur les migrants, qu'on ne regarde pas comme des êtres humains pauvres, mais comme des gens indésirables au regard de leur nationalité ou de leur religion, ce qui se passe sur les SDF, ce qui se passe dans le travail parce qu'on accepte la pauvreté au travail, ça, c'est inadmissible. Et ce que je ne supporte plus, moi, aujourd'hui, je vous le dis avec le cœur, parce que là, c'est là aussi ça qui parle, c'est ce double discours. Soit Macron assume ce qu'il est et ce qu'il fait et pour qui il dirige ce pays, soit, mais qu'il arrête de ce discours sur « oui, nous sommes humains ». On ne peut pas dire à Mme Merkel « bravo ce que vous avez fait en accueillant 1 million de réfugiés » et chez nous, faire la pire politique, pire que Nicolas Sarkozy. Vous avez vu la une de l'Obs, ce sujet Macron avec des barbelés autour du visage. Une qui fait polémique d'ailleurs. Bah oui, mais bon, ici, ils ont le droit de faire des unes quand même. Bien sûr, mais pour une fois que l'Obs se met à taquiner Macron. L'Obs redevient de gauche, c'est ce que vous voulez dire en fait. Non, il est taquin parfois. Une fois. Votre dessin de la semaine, et on terminera par ça. Ce n'est pas vous qui l'avez dessiné, mais c'est vous qui l'avez choisi, Benoît Hamon. Justement, ça concerne le président de la République en visite en Chine. Macron s'est exprimé en mandarin. On a la traduction de ce qu'il a dit. Il jouait du piano debout. C'est un dessin de Goubel pour la Charente Libre. Pourquoi vous avez choisi ce dessin? Pour rendre hommage à France Gall. Oui, pour France Gall. Et puis parce qu'il était drôle, ça m'a fait rire. Spontanément, j'ai pris celui qui m'avait fait rire. Voilà. Et c'est Madame Macron, la groupie du pianiste? Oh, ça, je n'ai aucun commentaire à faire sur votre question. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Hamon. Et à bientôt. Au revoir. Il y a un député solidaire. Au revoir. Au revoir. Ah, les jeunes aujourd'hui, alors